minière de Bakwanga relancée, c'est un autre pilier de l'économie nationale debout. La MIBA s'est dotée de nouveaux engins de production, ce qui porte la courbe de la production à 1500 carats le jour. D'autres précisions, c'est à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, c'est le seul titre de cette édition de 20h. Bonsoir et bienvenue à tous. 9 juges de la Cour constitutionnelle félicitent le chef de l'État pour son mandat à la tête de l'Union africaine et témoignent leur soutien au président de la République pour un véritable état de droit en République démocratique du Congo. Ces juges ont été reçus hier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les 9 juges de la Cour constitutionnelle ont été reçus ce mardi 6 avril 2021 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. C'était juste à son retour d'un Kamba au Congo central. Conduit par le président intérimaire de cette institution, Funga Molima Mwata Évariste Prince, les 9 juges constitutionnels se sont limités à féliciter le chef de l'État pour son élection par ses pairs à la présidence de l'Union africaine et réitérer leur soutien au chef de l'État pour l'instauration d'un véritable état des droits en République démocratique du Congo. C'était une rencontre de prise de contact qui nous a permis d'abord d'apprécier la grandeur d'âme de la personne et qui nous a aussi donné l'occasion de le remercier pour avoir accepté de nous consacrer un peu de son temps surchargé pour écouter nos doléances. Mais c'était une opportunité pour nous de lui présenter également nos félicitations à la suite de sa double élection, d'abord par le peuple congolais tout entier, en tant que président de la République démocratique du Congo, chef de notre État, mais également par ses pairs africains en tant que président en exercice de l'Union africaine. Donc, puisque nous n'avions pas eu l'occasion était donc donnée aux membres de la Cour constitutionnelle qui sont au complet ici, de présenter félicitations au chef de l'État. Mais au-delà de ça, nous sommes surtout venus lui exprimer notre soutien dans le cadre de la lutte permanente qui ne cesse d'engager pour l'instauration d'un véritable état de droit dans notre pays. Et en ce sens, nous l'avons garanti, nous l'avons assuré de notre accompagnement en tant que Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction constitutionnelle, sinon l'unique juridiction constitutionnelle de notre pays, qui est appelée à intervenir dans de grandes questions qui engagent la nation. Il s'agit là de la première rencontre formelle entre le chef de l'État et ses nouveaux juges, dont 3 nommés par lui-même en juillet 2020. Et on revient sur les images de la cérémonie grandiose du centenaire de l'église kimbanguiste. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de Kamba, la ville sainte, pour participer à cette cérémonie. Tout a débuté à l'aérodrome de Kamba où le jet transportant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a atterri vers 12h30. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par un comité restreint avec en sa tête le gouverneur de la province du Congo central. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction du temple qui était déjà rempli des fidèles et invités venus de partout pour célébrer le 100 années d'existence de l'Église de Jésus-Christ sur terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Après un bref entretien avec le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, le chef de l'État a été conduit dans le temple pour le culte. C'est sous le son de la fanfare mêlée au chant en l'honneur de leur hôte de marque que les fidèles kimbanguistes ont accueilli le chef de l'État dans ce temple mythique qui n'a laissé aucune chaise vide parmi les 37 000 places assises dans sa capacité d'accueil.
Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quant à lui loué les qualités d'un homme qui, le 6 avril, recevra de Dieu la noble mission de libérer le peuple noir de l'emprise coloniale. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu fut un homme au départ ordinaire, à qui, selon les témoignages concordants, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Dianayaku à Ngombe-Lutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Pour le chef de l'État, la commémoration du centenaire de l'église kimbanguiste doit nous rappeler le combat mené par les martyrs des indépendances africaines dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a également honoré la mémoire d'un compatriote parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial. Voilà qui vaut cette grande annonce qui a suscité de l'émoi chez les fidèles. Le garant des institutions de la République a chargé les présidents des deux chambres du Parlement présents à cette célébration d'inscrire pour le compte de la session en cours une loi qui fera du 6 avril de chaque année une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Awa va présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, a remercié le président de la République pour avoir tenu promesse. Il a ensuite prié l'assistance composée de plus de 90% des fidèles kimbanguistes au respect de l'autorité établie en promettant que l'église kimbanguiste restera toujours partenaire privilégié de la nation congolaise. Auparavant, le directeur de cabinet du chef spirituel a donné la symbolique du 6 avril avant de retracer succinctement l'histoire de la vie du prophète Simon Kimbangu et les grandes lignes du kimbanguisme, un mouvement lancé par son initiateur avec comme leitmotiv la libération de l'homme noir. Une journée historique, cette cérémonie avait double connotation, les centenaires de l'église, puis l'inauguration du musée kimbanguiste. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à la coupure du ruban symbolique, ouvrant ainsi les portes de cette grande infrastructure. Regardez. Le
Le musée, construit à quelques mètres près du temple kimbangiste, est une œuvre architecturale impressionnante. C'est un immeuble de 6 niveaux qui vient de sortir de la Terre Sainte après 7 ans des travaux. C'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a profité de sa présence ici en Kamba à l'occasion du culte commémoratif du centenaire de l'Église qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. La pose de la première pierre remonte en 2014. C'est au niveau du sous-sol logé les archives du musée qui portent le nom du fondateur de l'Église universelle, Papa Simon Kimbangu. C'est au 2e et 3e niveau, qualifiés en langage technique de R1 et de la mezzanine, qui abriteront les expositions permanentes du musée. Le rez-de-chaussée, qui est en fait le premier niveau du musée, sera réservé à l'administration et à une salle d'exposition temporaire. La bibliothèque, la salle d'exposition des livres des différentes religions du monde, occupe le 5e niveau. On y trouve également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Le musée Papa Simon Kimbangu d'Nkamba prévoit également une salle de réunion, un salon VIP du chef spirituel, un salon panoramique, une vidéothèque et un filmothèque, le tout placé au tout dernier étage. Motif de satisfaction pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui estime que le musée mis à la disposition des chercheurs et des étudiants du monde dispose des ouvrages qui sont en réalité des dons fait à la postérité. On rentre à Kinshasa. À l'Assemblée nationale, le projet de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones vient d'être envoyé au Sénat pour une seconde lecture. 389 députés présents au cours de la plénière de ce mercredi ont adopté ce projet de loi. La même plénière a opté qu'une commission spéciale et temporaire soit mise en place pour la situation d'insécurité à l'est du pays. Sylvie Moembo, Bernard Bodo et Jérémy Kiawete. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette plénière présidée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga. Il s'agissait de l'adoption de l'ordre du jour, de la communication du bureau qui a exhorté les députés nationaux à se ranger davantage derrière les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les combats pour l'éradication de l'insécurité dans l'est du pays. Nous avons offert l'hospitalité. En retour, ce sont des massacres que nous subissons. Simplement pour avoir été juste, honnête. Et ils le font au mépris de tous les accords internationaux. Alors que les réfugiés ne peuvent pas prendre des armes quand ils sont dans un pays. Ils sont venus comme réfugiés. Aujourd'hui, ils sont installés, ils ont construit des bases militaires. Ils exploitent nos richesses. Chers collègues, soyons tous unis. Là, nous touchons une question de vie ou de mort pour certains lobbies, des lobbies nationaux et internationaux. Mais la vie de nos peuples, la vie de nos frères de Dosser est notre raison d'être dans cette Assemblée nationale. Nous devons nous engager avec détermination pour que la paix soit rétablie à l'est du pays. L'examen et l'adoption du rapport de la commission mixte PAJ socio-culturelle sur la proposition de loi relative à la protection des peuples autochtones pygmées sur la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, ont livré leur verdict. À l'issue de l'appel nominal, la proposition obtient la faveur de la plénière. Sur 390 députés qui ont pris part au vote, 389 députés ont voté oui, un seul a voté non, aucun vote abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Elle sera transmise au Sénat pour examen en seconde lecture. Les honorables députés sont conscients
des problèmes que nous avons soulevés par rapport à cette catégorie des Congolais, qui sont les autochtones pygmées, et se sont dit à l'unanimité que trop c'est trop, cette histoire n'a fait que trop durer, et donc nous devons mettre fin à cette injustice, nous devons mettre fin à cette discrimination non justifiée. Les termes de référence de la commission spéciale et temporaire sur la situation d'insécurité dans l'Est du pays ont été analysés par l'Assemblée plénière. Ils seront enrichis par les députés nationaux avant leur adoption en plénière. Après plusieurs années d'arrêt, l'AMIBA, grâce à l'injonction de 5 millions de dollars, a décidé par le chef de l'État a repris de plus belle manière sa production. Je l'ai dit en l'ouverture de ce journal, grâce à l'acquisition de nouveaux engins, elle a atteint aujourd'hui 1500 carats de diamants par jour. Performance à mettre à l'actif du comité Paulin Loukoussa qui a remis 231 brevets aux retraités. Robert Ndaye nous en parle. Avec la reprise de la production, fruit de la dotation financière du gouvernement de la République, avec la mise à disposition d'un montant de 5 millions de dollars américains pour la relance de la société minière de Bakwanga, la production a atteint 1500 carats de diamants par jour. Un coup d'accélérateur qui aura un impact sur l'économie de la province du Kasaï oriental. Ce géant de l'industrie diamantifère qui se relève aujourd'hui grâce à l'implication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dispose de 14 massifs miniers dont les plus importants abritent un gisement d'une valeur de plus ou moins 45 millions de carats de diamants. L'AMIBA a été longtemps sans engin de production. Nous avons les chargeuses, vous voyez, il y a des pelles, il y a même un dosaire. Et ça fait très longtemps, il y a plus de 10 ans, qu'on n'a pas miné à l'AMIBA. Mais vous voyez qu'il y a quand même des travaux qui sont en chantier. Le Kasaï oriental dépend majoritairement de la production de l'AMIBA et l'économie de la ville d'Mbujimai subissait de plein fouet les contre-coups de l'inactivité de la société minière de Bakwanga. Et heureusement que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y pense chaque jour pour que cette entreprise, jadis fleuron de l'économie kassaïenne, puisse retrouver sa place dans le temps. C'est une société qui reprend vie. Nous avons besoin d'investir davantage dans l'outil de production. La relance est là. Le personnel doit pouvoir manger pour mieux travailler. Grâce au management payant, l'AMIBA a renoué avec la paye au barème normal, fruit de sa production du diamant. À ce jour, 30 000 carats sont en réserve. Pendant ce temps, 231 retraités MIBA ont reçu leur brevet de prestations sociales, une première depuis plus de 20 ans. Occasion donnée au directeur général de l'AMIBA, Paulin Loukoussa, de rendre un hommage mérité au président de la République, Félix Tshisekedi. Grâce à lui, l'AMIBA renoue avec de bonnes habitudes. Une reconnaissance pour ces retraités qui ont consacré toute leur vie à produire le diamant à la société minière de Bakwanga. La paix sociale est un gage pour une bonne production. Cap vers la province du Katanga, une partie de la ville de Lubumbashi s'est retrouvée dans le noir suite au sabotage des pylônes par les inciviques. Consciente de la souffrance de ses abonnés, la SNEL SA s'est vite lancée dans les travaux de remontage des pylônes endommagés. Cédric Kenina a commenté le reportage de notre envoyé spécial sur place, Makuntima. Tout va rentrer dans l'ordre d'ici peu. Des travaux de grande envergure qui consistent au remontage des pylônes écroulés après le vol perpétré dans la nuit du 30 mars par des inciviques sur la ligne haute tension 50 kV ont été déjà lancés. Il s'agit du répartiteur Sud Inulu, route de contournement des véhicules poids lourds en plein centre de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. En ce qui concerne la nature de ces travaux, juste après l'excavation pour enfouissement de base de nouveaux pylônes venus de l'Ikassi, les techniciens de la SNEL SA vont procéder au remplacement des conducteurs électriques en cuivre soustraits par ces inciviques par ceux en aluminium. De 40 à 18 jours, ces travaux connaissent une accélération compte tenu de l'urgence et en fonction des moyens déployés par le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo. Et nous avons même l'appui de l'équipe de la division poste et ligne de l'Ikassi. Ça nous donne un dynamisme de travail. Pour sauver ce qui peut l'être, les installations de la régie des eaux, de la prison et du site universitaire plongés dans le noir, ces sites sont provisoirement alimentés en bouclage. Nous nous sommes servis de certains fidèles qui alimentaient d'autres clients et que nous avons mis en surcharge, ne fût-ce que pour permettre l'alimentation de 3 sites pour des raisons stratégiques et des raisons de santé.
sécurité sanitaire que nous avons alimentée. Pour éviter ces vols à répétition, la sécurisation maximale des installations de la SNEL SA serait le seul moyen. On va parler santé avec cette réunion de haut niveau qui s'est tenue aujourd'hui à Washington, aux États-Unis, sur la planification familiale. Le ministre de la Santé, Teni Longondo, a participé à cette réunion par visioconférence. Constance Manang et Patrick Kachala ont signé ce reportage. Des engagements pour aider la population sur la question en lien avec le planning familial. Le docteur Teni Longondo a porté à la connaissance de plus de 80 pays du monde qui participaient à cette réunion de haut niveau tenue à Washington aux États-Unis par visioconférence les engagements de la RDC en rapport avec la planification familiale. La République démocratique du Congo tend vers la couverture santé universelle, selon la vision chère de chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. C'est dans cette optique que nos experts s'investissent sans relâche à l'élaboration du nouveau plan stratégique national multisectoriel de la planification familiale qui devra orienter notre politique pour les 5 prochaines années. Une réunion à laquelle ont participé aussi le secrétaire général à la santé, Dr Sylvain Youma, et la directrice nationale du programme national de la santé de la reproduction PENSER, Anne-Marie Toumba. Pour aider aussi notre population, comme le chef de l'État l'a dit, à ce que la population puisse jouir en fait des richesses de son pays. Donc il faut maîtriser les naissances, il faut que la santé de la population soit bonne, spécialement la santé de la mère et de l'enfant, de l'adolescent aussi, et aussi participer à la réduction de la pauvreté. La planification familiale est donc retenue comme une stratégie efficace pour réduire sensiblement la mortalité maternelle et infantile. Le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo sera bientôt opérationnel. C'est ce qui ressort de la réunion que le ministre de classe moyenne et petite entreprise et artisanale, Justin Kalumba Mwanangongo, a eu aujourd'hui avec le partenaire financier de ce secteur. Initié par le gouvernement à travers le ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat pour permettre aux PMEA d'avoir accès au financement de leurs projets, le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle, commence déjà à attirer plusieurs partenaires financiers qui se bousculent à son portion en vue de rendre cette structure opérationnelle. C'est dans ce cadre que s'inscrit une importante réunion présidée ce mercredi 7 avril 2021 par le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo, réunion au cours de laquelle ses partenaires, à savoir la Banque mondiale, la Société financière internationale et la banque allemande KfW, ont discuté sur les modalités pratiques pour l'opérationnalisation effective du FOGEC. Nous avons constaté agréablement qu'après les discussions qu'on a eues avec M. le ministre en août dernier, que le Congo a créé le fonds de garantie, le FOGEC, par un décret du Premier ministre. Donc nous sommes venus rencontrer le ministre afin de discuter avec lui pour voir dans quelle mesure la Banque mondiale, le KfW et la Société financière internationale pourront accompagner le gouvernement pour mettre cet outil opérationnel afin d'accompagner le PME congolaises. Le KfW a déjà des fonds, je crois environ 21 millions de dollars pour accompagner cette initiative. La Banque mondiale, à travers les différents projets, tels le projet d'énergie, du secteur de l'énergie et de l'eau, est aussi prête à apporter environ 10 millions de dollars pour accompagner cette activité. La Banque africaine de développement, qui à travers un projet d'agriculture est prête aussi à mettre sur la table 16 millions de dollars pour un tel fonds. Le Japon va apporter son expertise dans le domaine de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication à la chaîne nationale. Son ambassadeur l'a dit au directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, a par la suite promis tout son soutien aux activités de la structure dénommée Fachi Santé après s'être entretenu avec sa délégation. Anastasie Dombou.
Le Japon s'est dit prêt à soutenir la radio-télévision nationale congolaise dans l'émergence de la NTIC dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant dans les domaines de l'audiovisuel. Cela permettra à la RTNC de mieux s'acquitter de sa mission régalienne, à savoir informer, former et divertir. Ce qui justifie la rencontre du DG Ernest Kabila Ilunga avec l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. On a parlé beaucoup de choses, surtout la coopération entre nos deux pays. Et étant donné que RTNC est une chaîne publique de RDC, les Congolais et Congolais sachent exactement ce qui se passe au Japon et ce qu'il en est exactement le Japon, surtout l'histoire de développement japonais, comme ça. Ce partenariat sera un grand apport dans la politique communicationnelle de la RTNC. Juste après, le directeur général de la RTNC a conféré avec une délégation dénommée Fachi Santé, conduite par son coordonnateur, le docteur Joël Mundadi. Cette délégation est allée solliciter auprès du numéro 1 de la RTNC l'accompagnement de la chaîne nationale pour la visibilité des actions du chef de l'État et la signature du partenariat avec la RTNC. Nous voulons que cette chaîne mère puisse nous accompagner partout où nous irons afin de promouvoir nos activités, nos actions et aussi de passer le message à la population que la santé est primordiale et Fachi Santé est là pour aider toute la population et je pense que avec la RTNC, cela se fera dans... Le directeur général de la RTNC a promis à ses hôtes son soutien pour la vulgarisation et la diffusion de leurs activités. Suite au décès de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo, une importante délégation du Sénat est sur place et conduite par le rapporteur Michel Kanimbo. Des obsèques d'une de son rang qui seront organisées dans son diocèse, plusieurs délégations ont fait le déplacement de Lubumbashi pour lui rendre les derniers hommages. La Chambre haute du Parlement congolais a dépêché une forte délégation des sénateurs, conduite par les rapporteurs Michel Kanyimbu, a eu droit à un bain de foule des communautés vivant dans le Grand Katanga, venus accueillir ces dignes fils de la province. Dans la foulée, les associations socioculturelles d'Ivar, Bouloubaï Boukata, Luanzo Luamikuba et Mboudié Emba, la liste n'est pas exhaustive. Je voudrais commencer par remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est lui qui m'a choisi comme rapporteur de la Chambre haute. Et au travers de lui, je voudrais remercier mes collègues sénateurs, c'est eux qui m'ont élu. Avec 91 voix sur 97, c'était un carton plein. Pour finir, je voudrais dire merci à mes collègues et amis députés provinciaux que vous voyez d'ailleurs, ils sont à côté de moi. C'est eux qui m'ont envoyé à Kinshasa pour représenter le Katanga. Vous savez que le rôle d'un sénateur, il représente sa province et nous représentons le Katanga là où nous sommes. Les rapporteurs du Sénat, l'honorable Michel Kanyimbu et les autres membres de sa délégation ont été contraints de marcher sur une longue distance pour communier avec la population venue l'ovationner pour la première fois depuis son élection en tant que rapporteur dans les bureaux du Sénat. Visiblement ému de retrouver son fief électoral, les rapporteurs du Sénat Michel Kanyimbu a eu du mal à se séparer d'avec sa base politique. L'ambiance était défaite. Parlement rose, les femmes de la RDC devront désormais s'habituer à ces vocabulaires, un espace réservé à la femme et une idée de la députée nationale élue de la FUNA, Christelle Vwanga. Plusieurs femmes ont assisté à la sortie officielle de cette structure soutenue par l'Union européenne. Gudul Boya nous en parle. Pour cette première édition, l'honorable Christelle Vwanga n'a pas fait dans la dentelle. Elle a mis le paquet pour permettre à la gente féminine, la République démocratique du Congo, de se sentir dans son élément pour mieux s'exprimer et travailler en réseautage. Le discours d'ouverture de cette première édition a été lu par la rapporteure adjointe du bureau de l'Assemblée nationale, Colette Tchomba, représentante du président. Les représentants de l'Union européenne en République démocratique du Congo a lui expliqué l'importance pour son
organisme de soutenir cette action qui donnera la parole à la femme congolaise. La représentante de l'ONU Femmes à Kinshasa a de son côté encouragé les femmes congolaises à soutenir l'initiative de la députée nationale qui, à la longue, deviendra l'espace par excellence du combat de la femme. Quant à la responsable du réseau de femmes parlementaires de la République démocratique du Congo, elle a exprimé sa gratitude pour cette initiative louable qui ouvre la porte à l'expression libre aux femmes congolaises. Prenant la parole en dernier, l'initiatrice Christelle Vwanga, aussi présidente de l'association WIFE et présidente de la commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale, a soutenu que le Parlement rose est un cadeau fait à l'Assemblée nationale par les élus de cette législature car elle survivra même après leur passage. Et aussi, c'est l'expression de la solidarité féminine qui est elle-même la clé pour la réussite du combat de la femme, tout en étant le moteur d'un développement d'un monde égalitaire. Organisé avec l'appui de l'Assemblée nationale et du réseau des femmes parlementaires de la RDC, l'initiative Parlement Rose a connu un appui efficace de l'Union européenne. Quel est le rôle de l'inspection générale des finances? Quels sont les dossiers en cours sur des présumées malversations financières? Eh bien, les étudiants de la capitale ont échangé avec l'inspecteur général des finances pour en savoir un peu plus. Reportage. Dans sa tenue habituelle qui inspire les sérieux dans les actions, la sobriété, l'inspecteur général des finances, Jules Alingeti Kei, était en face des étudiants venus de plusieurs établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la capitale. L'élite jeune soucieuse de comprendre la démarche de l'IGF et se faire une idée exacte des dossiers qui font l'objet d'enquêtes et des forts soupçons de corruption s'est intéressée aux dossiers tels que Bukangalonzo, les secteurs de la santé, le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique et les 12 millions présumés des rétrocommissions. Bref, la patrouille contre la fraude qui fait visiblement peur aux fossoyeurs. Jules Alingeti s'est soumis aux questions et a apporté la lumière sur plusieurs zones d'ombre. Ce dernier s'est fait accompagner de son adjoint qui s'est soumis au même exercice. Satisfait de la nouvelle politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui vise à mettre fin au pillage systématique des ressources financières, ces étudiants ont salué la constance de l'inspecteur général des finances, chef des services, et sa détermination face à la mafia ou encore la drangheta dans les milieux des finances publiques. Découvrant ce communiqué, le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC en sigle, constate avec regret que des personnes non autrement identifiées dans les villes de Beni et Butembo s'adonnent à des pratiques peu recommandées consistant à acheter les imprimés des états financiers du Sinakaoda, révisés, conçus et diffusés par le CPCC au guichet des agences de la banque Equity BCDC pour les revendre aux agents économiques à des prix exorbitants, tout en menant auprès de ces derniers une campagne de désinformation sur une quelconque rupture des stocks ou des imprimés des états financiers aux précitées agences bancaires. Il y a lieu de rappeler qu'au terme des articles 3 de l'ordonnance numéro 78-164 du 21 avril 1978 portant organisation et fonctionnement du CPCC et 13 de l'ordonnance numéro 81-94 du 29 juin 1981 réglementant la forme, la diffusion et l'exploitation de tableaux de synthèse état financier annuel. La diffusion de tableaux de synthèse relève de la compétence exclusive du CPCC. Toutefois, le CPCC peut également, aux conditions qu'il fixe, confier à des correspondants dont il aura dressé la liste, la mission de la diffusion des imprimés de tableaux de synthèse. Tout en dénonçant cette pratique illicite, nous invitons les agents économiques dans le but de leur permettre de s'acquitter de leurs obligations liées au dépôt des états financiers annuels, à acquérir les 10 imprimés directement au guichet de la banque Equity BCDC de Beni et de Butembo et non par personne interposée qui dispose d'aucun mandat. Quant à ceux, les CPCC
se réserve le droit de saisir les autorités compétentes pour mettre fin à de tels actes. C'est signé professeur William Mbouyamba, secrétaire général. Agents et cadres du Conseil supérieur du portefeuille sont à l'école du savoir. Ils apprennent la déontologie, l'éthique et la communication dans le travail. Plus de détails dans ce reportage de Chimène Dondo. Éthique et déontologie, communication interprofessionnelle, cette mise à niveau des agents et cadres du Conseil supérieur du portefeuille s'est clôturée sur une note de satisfaction pour les séminaristes qui ont manifesté leur sentiment de reconnaissance envers le président du Conseil supérieur du portefeuille, Norbert Kouboué-Luna. La déontologie nous caractérise comme personne de valeur, capable de bien assumer ses tâches dans le respect de tout ce que l'institution réclame, met en place comme procédure et qui vous permet de pouvoir s'exprimer de façon ordonnée. À cette même occasion, les récipiendaires ont reçu de brevets sanctionnant cette formation sur l'éthique professionnelle et la communication interprofessionnelle. Dans son mot de clôture, le président du Conseil supérieur du portefeuille a juste demandé aux participants de mettre en pratique les notions apprises durant ces moments de formation. Les députés nationaux membres de la dynamique de 5 députés nationaux sont descendus sur le terrain au parc agro-industriel de Bukangalonzo pour évaluer l'effectivité de la récolte de maïs. Lisette Mujinga. La dynamique des 5 députés nationaux était en mission parlementaire à Bukangalonzo. Ces députés sont allés palper l'effectivité de la récolte de maïs lancée tout récemment dans les parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Ces élus ont constaté sur place que 1500 hectares ont été bel et bien labourés et ont salué les travaux abattus sur le terrain par le ministre de l'Agriculture Joseph-Antoine Kassonga. Les députés nationaux membres de la dynamique des 5 ont cependant déploré le manque de financement que souffrent ces parcs, une situation à la base du blocage dans la poursuite de la récolte des maïs. Ces députés nationaux mettent également en garde certains compatriotes qui militent pour la culture des cannabis à la place des maïs dans ces parcs pourtant agricoles. Nous voulons être plus à l'écoute de notre peuple et assurer une représentation nationale de proximité. Tout ce qui touche à la vie du Congolais, nous sommes prêts à pouvoir affronter et aller partout où cela exige. Aujourd'hui donc, nous sommes à Bukangalonzo pour nous rendre compte de l'effectivité de cet investissement qui a été fait, consenti sur le dos du peuple congolais. Nous avons la preuve aujourd'hui que les Congolais peuvent assumer leurs responsabilités. Ils peuvent aussi contribuer à ce que nous arrivions effectivement à cette autosuffisance alimentaire. Un autre point positif dans ces parcs, la dynamique des 5 a constaté l'amélioration du traitement salarial des travailleurs de ces sites. Un autre communiqué, l'Association congolaise des banques se conformant à la loi numéro 04/016 du 16 juillet 2004 portant lutte contre les blanchiments de capitaux et les financements des terrorismes ainsi qu'aux instructions numéro 15 relatives aux normes présidentielles en matière de lutte contre les blanchiments de capitaux et financement du terrorisme et l'instruction 15 bis, modification numéro 3 du 11 septembre 2020 de la Banque centrale du Congo relative au respect du seuil maximal de USD 10 000 ou de son équivalent en espèces ou par titre aux porteurs dans le cadre de la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme du fait des zones d'ombre concernant la périodicité, la fréquence et le format. Rappelle au public l'interdiction de retirer toute somme égale ou supérieure à USD 10 000 ou de son équivalent des paiements en espèces ou par titre porteur dans les zones desservies par les institutions financières. La dérogation pour paiement en espèces ne concerne que les zones non desservies par un établissement de crédit, une institution des microfinances, un agent bancaire ou un équivalent mis en place par les institutions telles que le distributeur automatique des billets DAB ou les guichets automatiques des billets GAB. Cette notion n'implique pas la distance
séparant deux zones. Toutes ces dispositions réglementaires s'appliquent à toutes les personnes physiques, personnes morales, organisations non gouvernementales, entreprises de l'État, institutions gouvernementales, les provinces et les entités territoriales décentralisées sans aucune exception. L'association congolaise des banques tient à informer le public que ces mesures visent à rendre crédible notre système financier qui fonctionne avec plusieurs monnaies vis-à-vis de ses correspondants bancaires et gouvernements étrangers. En outre, elle encourage vivement tous ses membres ainsi que tous les autres opérateurs du secteur financier, en l'occurrence les bureaux de change, les messageries financières, les institutions des microfinances et les coopératives d'épargne et de crédit à la stricte application des dispositions légales et réglementaires sus-évoquées. Pour l'association congolaise des banques, Henri Ouazné, président intérimaire, Célestin Chibouabwa, secrétaire général. Kinshasa abrite depuis hier le travaux du séminaire sur la mutualisation des stratégies de lutte contre les formes de criminalité liées aux richesses naturelles de la République démocratique du Congo. Plusieurs participations venues d'ici et d'ailleurs prennent part à ces assises. Malumbela. Stratégique rencontre vise à renforcer les moyens juridiques et pratiques de lutte mutualisée contre la criminalité dans les aires abritant les espèces animales et végétales déjà menacées d'extinction. Des échanges utiles pour une mise en cohérence de la politique nationale et des engagements internationaux en vue de protéger les richesses naturelles de la RDC, mais comprises dans un environnement partagé avec le reste du monde. Cet atelier interministériel national sur la mutualisation des stratégies de lutte contre toute forme de criminalité liée aux richesses de la RDC est organisé à Kinshasa par l'ONUDC, Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et les crimes. Occasion pour le directeur coordonnateur de la CITES RDC, le professeur Augustin Amouri, de détailler le rôle et les efforts de l'ICSN dans la conservation et le trafic illégal des espèces animales et végétales menacées à travers la CITES. Notre gouvernement, puisque c'est tous les gouvernements que nous attendons d'être formés, puisse accorder une place de choix à la lutte contre la criminalité organisée liée aux espèces sauvages et aux forêts et aux autres ressources naturelles de la République. Pour l'ONUDC, la chaîne pénale dans la lutte contre cette criminalité faunique doit être renforcée. L'organe de gestion CITES est absolument indispensable au même titre que toutes les agences qui sont impliquées directement ou indirectement dans la lutte contre le crime organisé lié au trafic des espèces protégées. Ce programme justement couvre 6 pays, dont les pays limitrophes, les pays voisins. Nous avons le Gabon, nous avons le Congo-Brazzaville, nous avons la RCA, le Tchad, le Cameroun et la deuxième étape de notre programme, donc ici comme je vous ai parlé de mutualisation en interne, ce sera la coopération internationale. Ces cadres d'échange permettra la mise en cohérence des différentes stratégies mises en place avec la politique pénale RD congolaise conformément à ses engagements internationaux. Un communiqué nécrologique avant de refermer ce journal. Le vice-ministre du Plan, Frédéric Kita, informe aux amis et connaissances le programme des obsèques de son très cher regretté papa. Monsieur Bernard Kita se présente de la manière suivante. Le vendredi 9 avril 2021, levée du corps à la morgue de la clinique Ngaliema. À 8h30, 9h, culte d'action de grâce à la cathédrale protestante du centenaire à Lingouala en face du camp Kokolo. À 11h30, départ pour l'enterrement à Kassangoulou. Ce communiqué tient lieu de faire part. Madame, Monsieur, ce journal est complètement terminé. Nous faisons un clin d'œil à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à partir d'Observatrice. C'est à Djobour en Afrique du Sud et partout ailleurs. L'information continue. Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver mercredi prochain. À très bientôt.